dans ce one-shot à venir. Et la femme tranquillement se transformer, s'amaigrir et tomber sous les regards horrifiés de Christophe. Sur ce milieu de course, on était presque arrivé au milieu de cette scène. Les deux corps du frère et de la sœur se rapprochent, comme pour se soutenir. Les yeux paniqués, regardant autour ce qui pourrait encore arriver. Serrés l'un contre l'autre, l'ombre de casse-bonbon glisse sur le sable blanc, l'assombrissant. L'ombre qui avance, tel un serpent, vers les deux enfants. Vous croyez que c'est parce que vous vous êtes débarrassé de deux de mes fans que vous allez vous débarrasser des autres? Et là, à l'unisson, on entend une espèce de froissement de tissu. C'est toute l'assemblée qui s'est redressée, tel un seul homme ou une seule femme. Tous MJ et joueurs, aucun scénar. Tandem. Tandem Ball. Donc, on serait partant, nous, pour démarrer ce petit tandem ball, Jenny. Allez. Et c'est toi qui... non seulement c'est toi qui amène l'amorce, mais t'as rien préparé. Rien du tout. Moi qui pensais être un flemmard de première, tu me surpasses, là. J'ai rencontré mon maître. En fait, j'ai trop d'idées dans la tête et il faut que je les pose avec Eric pour savoir un petit peu ce qu'on en ressort, tu vois, donc j'aurais pas pu faire une accroche. Mais c'est pas grave, j'assume les conséquences, je vais la faire là comme ça. Ah, c'est le chemin que tu as choisi et que je respecte et de ce qu'on a parlé, moi j'ai entendu le terme cirque, moi je suis partant et je kiffe. Allez. Dans un grand champ où ont été montées des tentes de toutes les couleurs, où trônent quelques caravanes, quelques camions et des dizaines de manèges, là où ce cirque s'est installé pour quelques jours, au milieu de ces lampions de couleurs et de cette musique entraînante, de ces odeurs de gaufres, de sucre. Une famille, 2 parents, 2 enfants, se balade au milieu des stands. Donc, on a une famille. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être de jouer les mômes, les enfants. Clairement. Je crois qu'au milieu de tout cet étalage de couleurs, tout est là, tout est mis en place pour attirer les regards. Une espèce de compétition entre les kiosques et les attractions. Et on va entendre la voix du père. « Christophe, allez, avance. Tu vas lâcher cet écran. » On voit ce Christophe de dos, la tête penchée, comme tant d'enfants de cet âge, accrochés à son écran, un peu insensible à tout ce monde en effervescence, en musique, en couleurs, et toute cette cacophonie mélodique autour de lui, lorsque les sons se mélangent pour ne devenir qu'un espèce de chant indistinct, presque hypnotique. Christophe traîne le pas. La femme à côté du père, la mère donc de ses enfants, passe une main dans son dos et... Ne provoque pas une dispute, s'il te plaît. On est au cirque ici. Nous, on est au cirque et à cette fête foraine. Lui, il est resté avec ses amis et avec ses jeux. Un regard suppliant et elle murmure Tu sais, c'est assez compliqué comme ça. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Le père roule des yeux pour le terminer par un sourire. Un peu las de voir Christophe, l'aîné de la famille, qui a 2 semaines a fêté son 10e anniversaire, s'éloigner de plus en plus. S'éloigner de la cellule familiale. Déjà, à cet âge. Très bien. La mère pose un baiser sur son épaule et sa main reste dans le dos de son mari. Et à cet instant, la petite fille à côté, qui a certainement beaucoup moins de retenue que sa mère, attrape la peluche qu'elle vient de gagner à l'instant, un énorme Stitch bleu, et vient le frotter sur le visage de son frère, comme l'interposant entre son écran et son visage. « Allez Christophe, viens t'amuser avec moi !» Ah, Marie, cesse! T'es une vraie garce. Et au mot. Le père se retourne
se défaisant de l'étreinte de la mère. « Christophe, surveille ton langage. »« Quoi? Je suis en train d'échanger avec Jacob, puis elle vient toujours m'enquiquiner. Ça tape à la longue. » »« Langage, jeune homme. Et Marie, laisse-le un peu tranquille. » »« Mais papa, c'est juste que... Il ne joue plus jamais avec moi. Moi, je croyais qu'on allait au cirque aujourd'hui et qu'on allait faire des choses tous les quatre, mais encore une fois, je suis toute seule maintenant, tout le temps. Je n'aime pas ça. » Je crois qu'à ce moment-là, on va voir cette main, plus mature, une main féminine, se refermer sur la main de Marie. Viens, ma puce, tu veux qu'on aille voir quoi? J'aimerais bien voir les grosses peluches là-bas. Tu sais, là où on est arrivé, il y avait des grosses peluches. Alors qu'on entend tes petites foulées plus rapides à la vue de ce kiosque, les chaussures de Christophe s'immobilisent sur cette terre battue. La caméra remonte sur lui, jusqu'à son visage, et on voit son regard. Quelque chose a changé. Quelque chose l'a attiré. Une maison des horreurs? Je pense que c'est comme toutes ces maisons d'horreur, c'est gentiment effrayant. Quelques automates sur le devant de cette maison. Des automates qui représentent quoi, Jenny? Peut-être un pour un fantôme, un autre pour un robot un peu rouillé, qui aurait les yeux qui louchent. Bien oui, on est au cirque et à la fête foraine. Ça sent le pot pourri, là. C'est un mélange zombie, fantôme, menace du futur. La totale, quoi. Exactement. Alors qu'on voit Christophe de dos, on voit son téléphone être glissé dans la poche arrière de son jeans pour la première fois depuis qu'il a mis les pieds sur le site. Les pas le mènent jusqu'aux 3 marches en bois qui donnent accès à cette porte noire, de noir profond. On entend grincer les marches, puis l'enfant s'immobilise. « Marie? Marie !» Marie se retourne au milieu de sa course, regarde son frère et se dit un instant, il y a ses grands copains avec toutes ces couleurs magnifiques à l'entrée, mais son frère lui manque tellement. Elle jette un regard à sa mère, puis accourt auprès de Christophe. Oui? Le téléphone disparu était une première, mais aussi ce sourire. Mais c'est un sourire d'un jeune homme de 10 ans, un peu ratoureux, un peu joueur, taquin. Un sourire pour inviter sa petite sœur. Quel âge as-tu, Marie? J'ai 7 ans. Alors qu'on entend le grincement, mais moins fortement, alors que la petite Marie s'est hissée sur la même marche que Christophe. Christophe la regarde de haut. Tu crois que tu serais capable? Tu veux pas plutôt qu'on aille chercher les peluches là-bas? Il relève le menton, détaille le kiosque. T'as déjà gagné une peluche. Là, je te parle de la grande aventure. Ce sont les petites filles courageuses qui entrent là-dedans. Marie détaille cette porte sombre qui pour elle ressemble à une énorme bouche. Ce robot un peu usé, ces automates devant l'entrée. Est-ce que tu vas rester avec moi tout le temps? Un sourire plus grand, non sans rappeler les sourires automates qui vous entourent. Un sourire figé, travaillé, celui d'un petit garçon qui manipule sa petite sœur pour ne pas entrer seul dans la maison des horreurs. Promis, Marie. Et il te tend la main. Marie se fige un instant dans ses yeux, regarde ce sourire et elle est totalement tiraillée à l'intérieur, pauvre petite. Et d'un seul coup, un clown qui fait irruption de cette maison de l'horreur la fait sursauter et elle reprend un peu ses esprits. Ce clown avec ses grandes pastilles rouges au-dessus de ses yeux et ce sourire trop large. Oh oui, un peu dépenaillé, fatigué de sa journée. Le seul sourire qu'il a sur le visage, c'est lui qui est peint. Mais lui, il ne sourit pas du tout. Exactement. Alors qu'il tire sur sa cigarette et envoie valdinguer le reste de celle-ci dans l'herbe. Ah, sale journée de merde. Marie frémit, regarde ce clown, regarde encore une dernière fois son frère, envoie aussi un regard à ses parents en arrière. Sur le visage de la mère, une crispation. Et un sourire revient de façade. Vas-y ma puce, si tu as envie, on est devant, tout va bien. On reste là, on vous attend. On sera justement au kiosque que t'avais repéré, Marie. D'accord. La main se glisse dans celle de son frère. Allons-y, je suis courageuse, je te suis. Et alors que leurs petits pas
avance vers cette porte, que celle-ci s'ouvre alors que la main de Christophe la pousse très lentement, presque prudemment. C'est comme si cette porte ouverte était un souffle, une inspiration, comme pour les absorber, les avaler. L'acte 2. L'envers du décor. Alors que on pourrait entendre le claquement de cette porte qui se referme derrière nos deux enfants, beaucoup trop bruyamment, beaucoup trop sèchement. Et Marie qui sursaute d'ailleurs et qui se retourne en arrière, qui crispe un petit peu sa main sur celle de son frère. Son frère qui tient celle de Marie, mais immédiatement, au son de cette porte qui s'est refermée, un instinct. L'instinct a répondu et son autre main est allée chercher la poignée de cette porte. Une envie de ressortir, une impression, une pression contre sa poitrine. La peur. Une peur un peu irraisonnée. Ce n'est que du noir, ce n'est qu'une porte qui a claqué. Alors qu'on ne peut que le deviner, on est dans une obscurité presque totale. La petite main de Christophe se promène à tâtons sur cette porte. Aucune poignée. Christophe tait cette information à Marie. On avance, Marie. Allez. D'accord, d'accord. Est-ce que Marie a senti peut-être la nervosité dans la voix de son grand frère? Je pense qu'elle est tellement effrayée par l'environnement là que non. Elle est incapable de ressentir quoi que ce soit en dehors de la terreur qu'elle vit à l'intérieur. Elle essaye de garder une façade à peu près courageuse, même si ça se voit clairement qu'elle a peur, sa main doit trembler et tout ça. Mais ce n'est rien comparé à ce qui se joue à l'intérieur d'elle-même. Marie déteste le noir. Donc Marie, lorsque tu as peur ainsi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais qui peut t'aider à te réconforter? Quand ça m'arrive, en général, je pense à des choses positives. Et quand j'ai trop peur, je chantonne. Mais là, actuellement, je pense que je serre Stitch, mon nouvel ami, très fort, du bras où je le tiens. On va voir un peu comment réagit Marie dans cet environnement qui ne se prête guère à la joie. J'imagine que ce sera un jet de mental. Effectivement. Et donc, je suis standard. Au niveau de l'adversité, je crois que ça peut être à bon. Oui. Ce qui devrait te mettre à... 45. 86. Effectivement, Stitch ne suffit pas. Non. Eh bien, elle va serrer cette peluche contre elle en se disant que Stitch va forcément la protéger. Mais son rythme cardiaque ne décélère pas. Il est toujours très intense. Ça cogne très très fort dans sa poitrine et elle entend des petits bruits, ce genre de bruit de réglage mécanique tout à fait ordinaire dans un manège, mais qui l'affole totalement. Cette façon étrange qu'elle a lorsqu'elle n'est pas sûre d'elle ou qu'elle a trop peur, elle se met à chantonner une petite comptine, à peine perceptible pour les gens autour en général, pour se redonner du courage. Alors qu'habituellement, lorsque tu chantonnes, souvent c'est suivi d'une remarque désobligeante de la part de Christophe, qui t'invite, de sa manière bien à lui, un peu brusque, d'y mettre un terme. Mais cette fois-ci, Christophe n'en fera rien, car lui aussi entend ces mécanismes, comme si toute cette petite maison des horreurs était animée de vie de l'autre côté de ces murs que l'on devine à peine, comme si la maison ronronnait. Et la petite voix de Marie, à travers ce demi-silence inquiétant, apaise Christophe. Et je crois que presque simultanément, nos deux mains vont se serrer davantage. Tu tiens toujours la main de ton frère, Marie? Bien sûr. Et tu la sens, cette petite pression plus ferme sur la tienne. On avance, Marie. Oui, j'ai hâte qu'on ait fini. Ah, on va bien s'amuser. On va voir des choses. On va peut-être faire quelques petits sursauts. C'est fait pour ça. Il peut rien nous arriver. D'accord. Et je crois que moi aussi, je vais faire un petit jet. Allez. Pour voir si je réussis à prendre le dessus sur cette ambiance. Moi, je suis beaucoup plus fort que toi à ce niveau-là mental. Je suis formidable.
Rien que ça. Rien que ça. J'ai une forte personnalité, moi, madame. Je vois ça. Donc, aussi avec une adversité de bon, ce qui me mettrait à 60. 65, c'est un non, mais. Ah, Donc, je me laisse un peu envahir par cette peur, cette sensation qui m'assaille depuis que cette porte s'est fermée. Mais il y a un mais. Il y a un petit baume en quelque part. Je crois que ça va ressembler à ceci. Alors que Christophe n'est pas du tout rassuré, que nos mains se sont serrées un peu plus, l'une contre l'autre, je prends celle de libre et vais à ma poche arrière de mon jeans pour sortir mon cellulaire. Cet écran qui est un peu comme un ami, réconfortant, qui même en quelque sorte a substitué un ami que j'avais avant, un ami imaginaire, que j'ai repoussé de côté parce que ce n'est plus de mon âge, pour laisser toute la place au monde, le monde du net, du web, des réseaux sociaux. Je porte l'écran devant moi et rien. Le noir. Le noir comme cette porte qu'on a vue, qu'on a franchie. Curieusement très similaire. Je ne capte rien. Mon téléphone est mort. Marie fait volte-face et dans la pénombre, peut-être tu distingues qu'elle a un regard sur toi, même si tout ça ne veut rien dire pour elle. Elle est très très loin de ces écrans. Elle, pour elle, sa vie, c'est les copines, jouer à la marelle, et tous ses amis aussi qu'elle transporte dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Comme pour la porte, pour cette poignée inexistante, Christophe ne va pas alarmer davantage Marie. La voir paniquer, ce serait le miroir de sa propre peur. Ah, c'est peut-être la façon que la maison est fabriquée, je ne capte rien. Et rapidement, je replace le smartphone dans ma poche arrière et je mets ma main dans la petite poche avant. Mes doigts se referment sur le métal d'un zippo. Bien sûr, j'ai commencé mes premières expériences, fumer en cachette, ce genre de truc. Et je rends grâce à Marc de m'avoir refilé ce zippo. Je l'allume. Je sursaute devant toi. Oh, papa va te tuer s'il sait que tu as ça. Pas si je te tue avant. Un sourire apparaît ici. Tu le feras pas. Non, pas tout de suite. Et mais tout ça avec un genre de demi-sourire très taquin. Pour l'espace de quelques secondes, je crois que les deux enfants qui sont retombés dans leur dynamique de dualité ont comme oublié un peu le monde qui les entourait. Alors qu'on voit leurs deux visages éclairés par la lueur de la flamme. Le visage espiègle de Marie. À quoi ressemble-t-elle? Elle a un fort caractère, mais elle a peur de beaucoup de choses. Elle veut toujours imiter son frère parce que son frère est grand, parce que son frère sait faire. Donc elle s'inspire beaucoup du comportement de son frère, sauf quand elle voit que ça fait froncer les sourcils de ses parents. Elle est très très aimante. Physiquement, c'est une gamine assez petite pour son âge. Elle a 2 couettes de chaque côté de la tête, des cheveux roux et un nez truffé de taches de rousseur. 2 petites billes bleues, de très grands yeux qui regardent le monde en permanence. Et oui, le tout forme un petit air taquin qui aime un petit peu les petites bêtises, mais jamais rien de méchant. Ces taches de rousseur qu'on perçoit sur tes joues et un peu sur le nez sont communes à celles de ton frère. Un héritage de maman. Pour qu'est-ce qui est des cheveux, on devine les cheveux plus blonds, mais quand même avec ce reflet légèrement roux. On ne peut que deviner le reste parce que presque en permanence, Christophe porte une casquette avec la visière qui est retournée vers l'arrière. Et toujours avec des chandails de super-héros de la licence Marvel. Aujourd'hui, il est aux couleurs de Spider-Man. Allez, on avance, on a un peu de lumière. Il y a peut-être eu un trouble, ça devrait être un peu plus éclairé. On voit à peine où se diriger, mais heureusement, j'ai Zippo. Je pense qu'on est censé pouvoir marcher quand même, sinon je comprends pas ce qu'il faut faire. Allez, suis-moi. Faisant quelques pas vers l'avant, maintenant rassuré par cette flamme qui précède Christophe, il t'amène vers l'avant. Armé de cette lueur réconfortante qui dégage une certaine chaleur, Christophe fait les premiers pas vers l'avant, te traînant par ta petite main. Je vois un tournant. Et là, on a peut-être une lumière juste au coin. Une lumière qui projette un halo rougeâtre. Ah bah tu vois, les lumières dans le couloir, elles étaient juste cassées. Après, ça marche. Oui, c'était comme une épreuve, le début, hein? Ah, bah on a réussi, on est presque au bout. Et au tournant,
On voit que le couloir se prolonge sur à peine 3 mètres. Et une porte. Au-dessus de la porte, une affiche lumineuse. Sortie. Hein? Je regarde en arrière. Tu crois que c'est si peu que ça? Je comprends pas ce qu'il fallait faire là. Dans l'esprit de Christophe et dans son cœur, l'ambivalence des sentiments. À la fois surpris, légèrement déçu, mais extrêmement soulagé. Va pour la barbe à papa, hein? Oui. Je me précipite en direction de la porte pour ouvrir la poignée. Je vais ouvrir cette porte, mais en regardant mon frère en arrière, avec un sourire béat. J'imagine déjà ce goût de barbe à papa dans quelques minutes. Et la porte s'ouvre alors que je regarde en arrière et derrière, il fait nuit noire. Je me retourne, je regarde la nuit. Ça va, Marie? Je reviens en courant dans les jambes de mon frère, je m'y accroche. Je voudrais bien aller voir papa et maman. Allez, suis-moi. Je te pousse un peu vers cette porte de sortie, vers notre salut. Et alors que je pousse la porte, clairement, le porche qui nous attend, c'est comme celui qu'on a franchi quelques minutes plus tôt. Mais effectivement, il y a des étoiles dans le ciel. Mais curieusement, celles-ci ne brillent pas d'un éclat tout blanc, mais ont un aspect jaunâtre. Ces petites ruelles, en quelque sorte, en terre battue, qui réceptionnent la fête foraine, tout est presque désert. On voit des silhouettes avancer, mais comme traîner les pieds, lasses, le dos courbé. Marie est accrochée à la jambe de Christophe? Oui, toujours. Quelques frissons, toujours le cœur battant, et elle lève vers lui un regard perdu. Où sont papa et maman? Rien. Aucune trace d'eux. C'est la nuit noire, sans lune. Journée de merde. Vraiment une journée de merde. Tu reconnais la voix de ce clown, Marie, que tu avais vu passer quelques minutes plus tôt alors qu'on s'apprêtait à entrer dans la maison des horreurs. Je cherche des yeux parce que c'est un petit espoir. Il va pouvoir nous dire où est ce fameux stand où nos parents nous attendent. Et là, t'entends un espèce de boum, boum, boum. Un éléphant en salopette. Salopette rose. Un gros éléphant qui marche sur 2 pattes. Par une patte avant, il tient une laisse. Et au bout de cette corde, attachée à un cou, on voit ce clown. Mais il n'a plus du tout la même allure. Il est décharné, comme si uniquement ses os avaient été conservés. Sa démarche est saccadée, comme si le moindre mouvement lui était douloureux. Son visage a comme fondu, de grands cercles noirs sous ce qui étaient ses yeux. Comme si la peau était bien toujours en place, mais coulait un petit peu, en dehors de cette ossature. Et on voit cette jambe traînante, parce que, accrochée à l'une de ses chevilles, une chaîne, suivie d'un boulet. Vraiment une sale journée de merde. Et de son regard vide, de ses yeux renfoncés dans ses orbites, il tourne la tête vers nous. C'est peut-être à ce moment-là qu'on voit l'affiche au-dessus de nos têtes. Alors que c'était inscrit « La Maison des Horreurs », on voit autre chose. Comme peinturé à la va-vite avec un pinceau noir sur une pancarte, une affiche défraîchie, écaillée « La Maison des Traîtres ». Nos 2 visages juste en dessous de ce panneau, mâchoire pendante de surprise, les yeux écarquillés de peur. Le niveau d'horreur vient de monter d'un cran, là. Tout à fait. On est devant une adversité horrifique excellent. On va peut-être écoper au niveau émotionnel et stress, là. Rappelle-moi, en mental, ça ressemblait à quoi pour Marie? Oh, mental, j'ai standard. On nous met du excellent, donc tu vas tomber à 40. Pauvre Marie. 47. C'est un non, mais. Je vais tout de suite tirer mon jet pour voir si je te suis dans ta détresse psychologique. De mon côté, formidable en mental. Donc 55. C'est un 92. C'est la fiction qui frappe, mais fortement. Eh bien donc, cette bouche grande ouverte de stupeur sur ce visage enfantin et la panique qui monte. Les tempes commencent à battre très fort, le sang s'accélère,
Elle a chaud et elle a juste envie de partir en courant. C'est trop. Elle veut les bras de sa mère maintenant. Et le regard se pose au loin sur ce fameux kiosque où le rendez-vous était, peut-être dans l'espoir d'apercevoir ses parents qui auraient une très bonne explication à tout ça. Et à ce stand, quelques lumières survivent, très pâles, très glauques. Et un homme se tient derrière cette petite banque. C'est la silhouette d'un homme, mais est-ce un homme? Une silhouette en tout cas. Et en plissant les yeux, justement, Marie se dit que cet homme est étrange. Il semble qu'il ait des oreilles beaucoup trop grandes pour être un homme et des dents très avancées qui feraient penser à une sorte de lapin. Vraiment pas ce genre dont on a envie de faire un câlin. Et pourtant, qui te fait signe? Ce qui finit de me glacer le sang. Mais en même temps, je tire sur la ceinture de Christophe. Regarde, là-bas peut-être? Il va falloir un certain temps pour Christophe de détacher son regard du clown, ce spectacle morbide de ce qui fut un homme qui maintenant n'est que décrépitude. Quoi? Je montre du doigt. Le lapin? Le lapin? Et là, Christophe se tourne en direction de ton bras tendu, ton petit doigt qui pointe le kiosque. Ne prenant pas la peine de détailler davantage ce qu'il voit, voulant surtout s'éloigner de cette espèce d'énorme éléphant qui traîne son esclave, Christophe va t'empoigner la main et va se diriger vers le kiosque. Viens, il nous fait signe. Je suis d'un pas un peu mécanisé en regardant autour de moi. C'est ce cirque qui a tellement changé comparé à quelques minutes auparavant. C'est un vrai cauchemar vivant. Il n'y a plus ces petites lumières tellement attirantes pour les enfants, aucune odeur de gaufre. Le peu de lumière qu'il y a offre un éclairage maladif. Les toiles d'araignée se sont invitées. Les couleurs ont presque disparu. On ne peut que les deviner. Tout est sale. Tout est poussiéreux. Tout est malade. Oui, voilà le mot qui conviendrait. Tout est malade autour d'eux. Et alors que le pas de Christophe t'entraîne vers ce kiosque, tu perçois que ses pas ralentissent. Je me cogne même sur sa jambe. Mais... Et je regarde dans la direction où il regarde. Dans le kiosque, derrière ce lapin inquiétant, une espèce de représentation grotesque d'une mascotte accrochée aux endroits où on était en droit à s'attendre de voir des peluches accrochées. Ce sont des enfants retenus par la peau du dos. Marie? Il faut partir, viens. Tu voyais, tu ne vois plus. La main de Christophe s'est posée sur tes yeux. Ne regarde pas. Juste avant qu'un de ces enfants, au visage de poupon macabre, n'ouvre les yeux brusquement. Alors que la main de Christophe est sur tes yeux et que de son autre bras, il t'enlace, lui qui a mis un genou à terre pour être à ta hauteur, tu sens tout son corps qui s'est crispé à la vue de ce spectacle. Des enfants au visage peint, comme ces petites poupées anciennes de porcelaine, mais de manière très grotesque. Les sourires exagérés. Et de concert, tous leurs yeux s'ouvrent et regardent en notre direction. J'ai le dos tourné par rapport à ce stand puisque je me suis précipitée dans les bras de Christophe et je commence à sangloter. Mon petit corps de toute petite fille est secoué de gros sanglots. Je comprends plus rien. Je voudrais juste retrouver papa et maman. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison, s'il te plaît? Ton jeu là, il m'amuse plus du tout. Je trouve pas ça drôle. Tu sens les baisers de Christophe sur ta tête, dans ta chevelure. Moi, je voulais être courageuse pour que tu sois fière de moi, mais là, ça m'amuse pas. Ça va, Marie, Mais c'est pas un jeu, je ne comprends pas. Et là, il te serre davantage et
les petits baisers qu'il t'envoyait sur ta caboche, sur le dessus de la tête, ben, tu vois que ses lèvres se collent à toi, sur ta tête, et il y reste. Je ne comprends pas, Marie. Au milieu de toutes ces larmes, mes yeux s'ouvrent et j'aperçois le chapiteau. Là où se passent les représentations, là où j'aime tellement aller pour voir ces jongleurs fendre les airs et toutes ces bizarreries du cirque en général. Il est de quelle couleur, le chapiteau? Il est rayé rouge et blanc, comme tous ces chapiteaux de cirque incroyables. Moi, je sais en tant que Marie que ce sont les meilleurs. Ces couleurs-là sont chatoyantes, d'un rouge vif, d'un blanc pur. C'est un peu comme un soleil dans la nuit, un phare. Exactement. Ces petites guirlandes que Marie affectionne tellement, celles qui renvoient des petites lumières, sont accrochées tout autour de l'entrée, de la porte d'entrée de ce chapiteau. Une invitation, un baume sur ton cœur d'enfant, l'espoir. Regarde, là-bas, c'est là qu'il faut aller. C'est la seule chose encore normale ici, je crois. Alors que Christophe s'était déjà relevé, t'entraînant à vous éloigner du kiosque très malsain, tenu par ce lapin, c'était en quelque sorte en direction du chapiteau. Mais Christophe, lui, a toujours le regard braqué derrière, vers ses yeux, ses centaines de yeux, accusateurs. Leur bouche commençait à murmurer « Traître, 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 traître. » Je commence à entraîner mon frère vers l'avant, en direction de ce chapiteau, et je sens la résistance, et je me retourne vers là où il regarde. Tu vois ces corps un peu pendus par le cou, par le derrière du cou, les bras flasques, le corps flasque. Mais on voit que, sans que les têtes se soient relevées, c'est seulement les yeux qui se sont ouverts, petite bouche qui murmure ce mot, traître, qui semble flageller littéralement ton frère. À chaque traite, c'est comme si le mot chantonné en chœur venait le traverser comme une onde de choc. Mais pourquoi il te dit ça? Qu'est-ce que tu as fait, Christophe? Je n'ai rien fait. Et là, peut-être, alors qu'il hasardait un regard pour voir où se dirigent ses pas, Christophe voit lui aussi le chapiteau, sa lumière, son invitation, sa luminosité dans l'obscurité et l'horreur. Et comme s'il ne t'avait pas entendu avant... « Regarde! Ça semble bien là-bas! » Viens, allons-y. Et là, on va peut-être voir Marie prendre un peu les devants et tirer la main de son frère, qui, encore une fois, à chaque vague du mot traite, vacille un peu. C'est comme s'il prenait des coups à chaque fois. Chaque fois, son pas est moins bien assuré. Ses jambes fléchissent légèrement. On entend cette musique, tu sais, un peu comme des espèces de grosses boîtes à musique avec une manivelle qu'on tourne, là. Les orgues de barbarie, c'est ça? Ouais, exactement. Merci, Ginny. Donc, on entend cette musique-là, un peu genre de cliquetis mélodieux. Avec peut-être un temps de retard. Tu sais, un petit peu décalé, un petit peu lancinant. Attirés tels des papillons de nuit vers cette lumière et cette musique. Un espoir. Et je crois que on va voir une main fébrile, latine, tirée sur les rideaux qui servent de porte. Une lumière vive venir t'aveugler. Je plisse un peu des yeux, les paupières qui papillonnent. C'est beaucoup de lumière et de couleurs par rapport à là d'où on vient. Tu sens quelque chose sur ta tête, Marie. Christophe a enlevé sa casquette pour la mettre sur ta tête. Ça va aller, Marie. Je la réajuste et je me retourne pour lui faire un sourire tout en continuant à avancer. En cette seconde, t'as comme senti l'ancien Christophe, celui d'avant, avant son 10e anniversaire, avant qu'il ne prenne toute sa distance envers toi, ces petits gestes qu'il avait l'habitude de faire, plus protecteurs. Sa main retrouve la tienne, alors que on avance dans l'allée, ces allées qui nous dirigent vers la scène centrale, tout de sable rempli. Y a-t-il des gens? Effectivement, les bancs sont même presque pleins. Et l'espace d'un instant, Marie se dit tout va bien. Tout le monde était juste au spectacle, en fait, oubliant ce qu'elle vient de voir à l'extérieur, dans sa petite tête d'enfant de 7 ans. Et elle se met à regarder les visages de ces personnes, à la recherche, bien sûr, de celui de ses parents. Et elle fronce les sourcils. Quelque chose ne va pas sur ces visages. Ah, oh que non.
les yeux ronds, le regard fixé sur cette scène qui ne présente rien, et sous leurs yeux, un sourire béat, presque démentiel, forcé, pas surnaturel, pas plus grand que nature, mais extrêmement forcé, qui semble presque douloureux. Qu'est-ce qu'ils les ont, les gens? Je ne sais pas. Il y avait de la lumière ici. C'était invitant. Il doit bien y avoir quelqu'un pour nous aider. Et là, je vais me prendre mon courage à deux mains. Je vais tenter. Je vais approcher de l'un des hommes qui se tient tout au bord de l'allée où nous sommes. Et je vais tenter de bousculer son épaule, comme pour m'adresser à lui. Mais ça va demander beaucoup de courage. Je crois qu'on va faire un jet. Et si ça tourne mal, peut-être qu'on va changer de musique. Je pense qu'on va rester encore à excellent comme défi, hein? Oui. Formidable. Défi à excellent. Je suis donc toujours à 55. C'est un 20. Oh! Prenant mon courage à deux mains, on voit Christophe. Monsieur, aidez-nous. Je ne peux pas. Et là, on le voit difficilement articulé avec ce sourire extravagant. Je ne peux pas. Est-ce que c'est là qu'on aura un roulement de tambour? La fanfare? J'imaginais effectivement les spots même de lumière qui changent. D'un seul coup, la scène qui s'éclaire avec ces gros spots de lumière très blanches avec ce clac. Un roulement de tambour, mais qu'on ne peut pas identifier parce qu'il n'y a aucun musicien autour de nous. Et pourtant, le son vient bien de la scène. Mesdames, messieurs, bienvenue au cirque. Aujourd'hui, comme programme spécial, le jugement du petit Christophe. Marie sursaute et cherche la main de son frère immédiatement. Tu connais les gens de ce cirque ? Non, je t'assure. J'ai rien fait. Tu vois ses yeux devenir humides. Je t'assure, Marie, je n'ai rien fait. Ouah, écoutez-le. Et là, on va voir une ombre s'étirer sur le sable blanc de la Seine et un personnage entrer. Christophe avait tourné le dos à quelqu'un d'important, habillé d'un veston à queue de pie, comme d'un maître de cérémonie, et un chapeau haute forme, un individu très étrange. Ses jambes sont des crayons de bois. Son torse est un taille-crayon, comme un baril, translucide, bleuté. Les mains qui sortent des manches du veston sont la pointe de craie grasse, des crayons de cire au Québec. La tête, une gomme à effacer. Mais tu sais, de ces gommes là, non efficaces, là, le côté rose d'un côté et le bleu pour soi-disant effacer l'encre. Ouais, c'était plutôt une espèce de destructeur de papier. Hein? C'est ça. Donc, on a cette gomme. Donc, le rose, c'est comme le visage. Et c'est comme s'il avait une sorte de coiffe bleue, qui est la deuxième partie de la gomme. À cette vue, Christophe se paralyse. Enfant, sur le pupitre, sur le bureau de l'école, alors qu'il partait souvent dans la lune, il avait l'habitude de coller les quelques articles de son étui, des crayons, le taille-crayon, la gomme effacée. C'est devenu une espèce d'ami imaginaire. Comment je l'appellerais? Casse-bonbon, peut-être? Casse-bonbon, oui! Merveilleux. À la vue de la chose, de cette parodie d'humanité, Christophe s'est figé, les yeux ronds comme des bonbons ronds. Casse-bonbon? C'est impossible. Mon vieux, c'est toi qui est impossible. Le regard de Marie va de l'un à l'autre sans comprendre ce qui se passe et de temps en temps scrute ces personnes dans le public qui sont assises là, espérant que quelque chose explique la situation. Christophe, c'est qui? J'avais un ami imaginaire avant. C'est Casse-bonbon. C'est juste Casse-bonbon. Un peu de respect, gamin. Et je disais que c'était un procès. Je me suis mal exprimé. Je m'en excuse. C'est plutôt une condamnation.
Et à ce moment-là, alors que on a cette foule d'humains, tous des adultes, sans doute la représentation de tous ces gens qui ont abandonné leur imaginaire en cessant de croire à leur ami imaginaire, qui tentent de, je dirais pas d'hurler, mais de scander Traître! Traître! à travers leurs dents serrées et leurs lèvres étirées. Traître! 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 Le verdict a été rendu. Christophe, tu as été un vilain garçon. Et là, un sourire se dessine sur la partie rose de la gommette, déformant l'objet. En agitant son petit bras, la craie grasse. Dois-je te faire un dessin? Tu m'as éjecté de ton monde. Alors, je te condamne à rester dans le mien. Mais enfin, je jette un œil vers la sortie du chapiteau, en me disant que peut-être que la meilleure solution c'est encore de fuir. Mais j'imagine que ce serait trop facile. Ah, je crois que on l'a bien vu, on l'a franchi, cette porte qui prenait la forme d'un rideau. Mais maintenant, une masse est bien installée dans l'ouverture. Un énorme éléphant et un clown décharné à côté. Je verrais bien deux personnes, deux choses qui viendraient attraper Christophe pour le mettre au milieu de la scène de spectacle. Voir peut-être deux spectateurs se lever comme tels des automates, venir agripper un Christophe qui ne fera rien. Je suis pétrifié. Marie! Marie! Alors qu'on voit ce couple, un homme et une femme, m'agripper chacun par un bras et presque me soulever. On voit mes petites jambes comme courir dans le vide, alors qu'on me soulève et me transporte. Marie! Aide-moi! Marie! Et Marie qui court derrière. Monsieur, lâchez mon frère! On voit bien que elle est totalement ignorée par les gens autour. Comme si elle était là, mais sans avoir de place bien définie. Et il ne lui passe pas à travers, il la voit, il évite de la bousculer, mais comme si elle n'avait aucune importance dans ce qui est en train de se passer. Ah, peut-être juste un clin d'œil. On voit en plan rapproché le visage de ce clown triste, presque squelettique, faire un clin d'œil en ta direction. C'est une sale journée, Marie. Je te l'avais dit. Marie, aide-moi! Aide-moi! Je cours toujours, j'essaye d'attirer l'attention de cet homme qui est en train de soulever mon frère. J'agrippe ce que je peux, un vêtement ou peut-être son bras pour essayer de tirer en bas et... Lâchez mon frère! Lâchez mon frère! Est-ce qu'on irait avec un jet de corps, Marie? À savoir si tu réussis à ralentir? Je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, ce petit bout de caractère va s'énerver et va tenter de foncer au niveau du bassin. J'imagine qu'elle arrive à peu près là, sur cet homme qui soulève son frère. Toi qui es excellente encore, que verrais-tu comme adversité d'arracher ton frère aux griffes de ce couple? Eh bien, ils sont deux, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont très... Enfin, c'est des automates bien réglés. Oui. Qui n'ont pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Ça joue en ta faveur, ça. C'est ça. Et quand Marie veut quelque chose, elle le veut, hein? Oh oui. Lorsque cette petite poigne se referme sur quelque chose, il faut lutter pour lui enlever. Et là, on voit tes mains se refermer sur l'une des jambes de Christophe. Est-ce qu'un passable en face de moi serait logique? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai encore du mal à doser. Ouais, moi, ça serait entre passable et standard. J'allais dire standard, mais je me disais qu'ils étaient vraiment affectés quand même par ce... Ben, les faits qui sont affectés, peut-être qu'on tombe à passable. Je tire à... 65. Oh, j'ai fait un 1. Une réussite critique. Oh.
Alors déjà dans l'action, je continue à tirer sur le bras de cet homme depuis plusieurs minutes, depuis plusieurs secondes alors qu'il transporte mon frère et je sens qu'il m'ignore totalement. Ça m'énerve, je déteste cette sensation du haut de mes 7 ans quand on fait comme si je n'étais pas importante. Et je finis par y mettre toute ma force et peut-être même un coup de ma petite épaule au niveau de son bassin. Et à ma surprise, cet homme, cet automate plie un genou, surpris par l'impact. Et j'imagine lâche mon frère immédiatement. Oui, et même sur l'impact, je verrais bien cet homme être déstabilisé et tomber comme à 4 pattes. Et on entend craquer. Et là, on voit comme des fissures qui se dessinent aux articulations qui ont rapidement fléchi. Et du sable s'écoule. Et rapidement, les traits de l'homme deviennent décharnés, comme s'il maigrissait à vue d'œil. Des cernes se dessinent sous ses yeux. On le voit adopter les mêmes traits de notre pauvre clown, retenu par l'énorme éléphant. Et est-ce que ça suffit à faire en sorte que Christophe se dégage? Eh bien, j'imagine que la femme se retrouve seule à tenter de soulever Christophe et c'est peut-être là que l'avantage va intervenir. Effectivement, maintenant qu'elle doit se débattre avec 2 enfants très déterminés et très apeurés, elle aussi va goûter de la médecine du duo frère-sœur. Est-ce que c'est Christophe qui va sonner le glas de cette femme? Je pense que ça lui laisse une occasion, effectivement, de faire quelque chose. Peut-être la stupeur aussi du côté de la femme. J'imagine que dans ce monde, ils ont rarement vu ça. Un moment de stupeur, elle est forcément déstabilisée par le poids qui lui revient entièrement sur elle. Et ça va être l'avantage, donc il n'y aura pas de jet. Et aussi en partie parce qu'on la voit qu'elle est un peu décontenancée à la vue de son partenaire être ainsi diminué. Et on voit Christophe tirer, si bien qu'on entend craquer au niveau de l'articulation de l'épaule de la femme. Et on voit ce sable blanc qui rappelle celui sur lequel on marche. Donc ce sable blanc qui retourne au sol, se mélanger à celui de la scène, et la femme tranquillement se transformer, s'amaigrir et tomber sous les regards horrifiés de Christophe. Sur ce milieu de course, on était presque arrivé au milieu de cette scène. Les 2 corps du frère et de la sœur se rapprochent, comme pour se soutenir. Les yeux paniqués, regardant autour ce qui pourrait encore arriver. Serrés l'un contre l'autre, l'ombre de Casse-Bonbon glisse sur le sable blanc, l'assombrissant. L'ombre qui avance, tel un serpent, vers les 2 enfants. Vous croyez que c'est parce que vous vous êtes débarrassé de 2 de mes fans que vous allez vous débarrasser des autres? Et là, à l'unisson, on entend une espèce de froissement de tissu. C'est toute l'assemblée qui s'est redressée tel un seul homme ou une seule femme. Ce Casse-Bonbon qui avance vers nos 2 enfants. D'abord son ombre, et puis on le voit, lui, nous regarder de haut, nous supplanter, nous juger, cette tête en gomme effacée, ce sourire dessiné dans le rose de la gomme. Je pense qu'il va tenter de tendre un bras pour attraper Christophe. On voit la pointe de la craie grasse, la pointe se diriger vers Christophe, plus menaçant que jamais. Il semblerait que Casse-Bonbon ait décidé d'en passer aux mains, d'être physique, de faire mal directement à Christophe. Assez joué. J'ai déterminé que tu étais coupable. Tu restes ici à jamais, sale gosse. La petite Marie sur le côté, qui détache avec peine son regard de cet homme qu'elle vient de voir se vider de son sable, se retourne et voit cette immense chose à quelques dizaines de centimètres de son frère. Rouge de colère d'un seul coup, se précipite en avant, se campe les 2 jambes bien ancrées, les pieds un peu écartés entre son frère et Casse-Bonbon. Et de lui hurler au visage « C'est pas vraiment étonnant qu'il ait plus envie de croire en toi. T'as vu un peu comment tu te comportes? Tu crois vraiment qu'on a envie de continuer à croire que tu existes? Moi, j'ai plutôt envie de t'oublier, hein. »
On voit ce géant qui c'est un peu le dos voûté, hein, qui s'était comme penché pour darder de la pointe de la craie grasse, voulait darder le torse de Christophe. On voit cette petite gamine toute menue avec ses couettes de chaque côté et encore la casquette de son frère. Une couette qui a subi aussi les mouvements et qui pend lamentablement. On voit le géant, cet amas de fournitures scolaires se redresser comme s'il te voyait pour la première fois. Mais qui es-tu, toi? Je suis Marie, j'ai 7 ans et je suis sa sœur. Et tu commences à me chauffer les oreilles. Je n'aime pas trop la façon dont tu parles à mon frère. Oh, écoutez-la, la mioche! Pour qui tu te prends? Je te demandais comment est-ce que tu penses que mon frère peut avoir envie de croire en toi alors que tu te comportes aussi mal. Moi, maman, elle me dit que quand on a des comportements pareils, il faut pas s'attendre à ce que les choses se passent bien. Moi, maman... Écoute-moi bien, ce sera bientôt ton tour. Toi aussi, tu cesseras de croire à la magie. Toi aussi, ton imaginaire va se tarir. Ça sera ton tour bien assez tôt, ma fille. Moi, je pense que tu t'avances un petit peu. Parce que moi, j'aime la magie. J'aime bien les paillettes aussi. Mais surtout, j'aime bien la magie. Et dans ma tête, j'en ai plein d'amis. Plein. Et madame se prend pour une princesse, j'imagine. Fait-il en se penchant un peu vers l'avant, vers toi, en te singeant un peu. De ses bras en crayon de cire, en craie grasse, il vient les appuyer sur ses hanches, son torse en taille-crayon, prenant la même position que toi. Oh oui, j'en suis certain. Qui te prend pour une princesse? Je ne me prends pas, je suis une princesse. Moi, la magie est toujours dans ma vie. Tous les matins, il y a de la magie. Et plus tard, quand je serai grande, ça sera pareil. Déjà parce que je serai une imagitatrice. Alors tu vois, mon imaginaire, il sera fourni. Et on voit Casse-Bonbon disparaître. Non. À la puissance du mot imagitatrice. Il a fondu. Donc on te voit argumenter avec le maître des clés de cet univers. Là. Exactement. Est-ce que ça se passe bien pour toi? Est-ce qu'un jet pourrait nous dire ça? Je crois que oui, moi. Et ça ressemble à une joute sociale. Tout à fait. Tout se joue avec l'argumentaire d'un enfant de 7 ans devant cet ami imaginaire qui s'est rebellé contre son ancien, entre guillemets, propriétaire. Et qui veut surtout s'en prendre à son frère. Oui. Eh bien, j'ai formidable en social. Oh, c'est vrai, c'est la force du petit bout. C'est ça, exactement. Personne ne peut lui résister, ses petits yeux, ce petit caractère. Et je crois que l'argumentaire de notre ami de l'autre côté, c'est... Il n'y a pas grand-chose dans sa besace, lui. Et non, juste de la colère, de l'acidité. Ça pèse pas lourd dans tout ça. Ça jouerait entre faible et passable. Ok, allons-y. Donc on sera à 75. Oh 85. Ah, ça commence pas sur le bon très pied. bien. C'est un nom, mais je crois que Casse-Bonbon porte bien son nom. Il te tient tête. Jusqu'ici, il n'est pas ébranlé par cette manifestation, renforcée par ce public qui le sert, en quelque sorte. Il se tient encore bien droit dans toute cette apparence gigantesque. Mais on a un mais, quelque chose. Et Marie est pleine de ressources. Alors je vais tenter quelque chose, tu me diras. Hein. On a cette petite Marie, les pieds bien plantés au sol, rouge de colère toujours, qui ne supporte pas l'idée qu'on insulte, qu'on salisse et qu'on veuille toucher à son frère. Ce frère qu'elle essaye tellement d'imiter, qu'elle aime tellement de cette façon pure d'une enfant de 7 ans. Et comme elle vient de balancer au visage de Casse-Bonbon, elle, dans sa tête, elle en a un paquet d'amis imaginaires, mais vraiment beaucoup. Et peut-être qu'on pourrait voir apparaître derrière Marie quelques ombres, mais des ombres pour le coup très colorées, pleines de paillettes et de lumière folle.
les dizaines, peut-être la vingtaine ou la trentaine d'amis imaginaires ou de protagonistes de ces jeux que Marie se fait dans sa tête se mettent à apparaître, comme pour la soutenir. Et je vais en rajouter à ton mets, un peu. Alors que le pauvre Christophe s'est fait bien muet, lui qui est effondré dans le sable blanc, te voit, alors que tu es à 1 mètre devant lui, tes petits poings bien serrés, appuyés contre tes hanches, la tête relevée pour regarder le géant. Lentement, la casquette que tu portes sur la tête, la sienne, se transforme. Un chatoiement, quelque chose qui brille. La casquette se transforme en une couronne, une magnifique couronne. Dans ton petit poing droit, bien fermé, une baguette qui se termine par une étoile, tout aussi chatoyante que la paillette des amis imaginaires qui sont apparus derrière toi, dans les ombres. Tes vêtements devenir telle une robe. Mais tout ça, c'est dans le regard de Christophe, car d'un regard extérieur, on a toujours cette image où on vous voit de côté, toi relever la tête avec ta petitesse, haute comme 3 pommes, regarder le géant. Tu n'as pas changé. Mais dans le regard de ton frère, peut-être que dans son cœur, dans son esprit, subsiste un peu de magie, un peu de son monde imaginaire qu'il avait. Et peut-être justement que dans le regard de ce frère, cette petite flamme qui est en train de se ranimer un peu, on peut peut-être voir en contre-plan Casse-Bonbon qui chancelle. Parce qu'effectivement, si Christophe se remet à croire, toutes ses revendications à lui n'ont plus aucun sens. Alors que l'on voit les jambes reculer de Casse-Bonbon, on voit ce crayon de bois, ce crayon de plomb se planter dans le sable, reculant. On voit la main de Christophe prendre celle de sa sœur, faire front, lui aussi, côte à côte avec elle. Tu n'es que méchanceté, et je n'aime pas la manière que tu parles à ma sœur. Comment se manifestent les amis imaginaires aussi? Eh bien, vu la tournure que c'est en train de prendre, j'imagine qu'ils sont juste là et qu'ils ont peut-être juste servi à cet élan de croyance. Et donc Marie, qui se tient toujours les poings serrés sur ses hanches, sent la main de son frère venir chercher la sienne. Calme un petit peu sa rage, mais garde en vue ce Casse-Bonbon qui l'a mise tellement hors d'elle. Et de derrière elle continue à émerger ces formes, pour l'instant une masse de peluche, il est difficile de les distinguer. La main de son frère calmant un peu sa colère et ses amis imaginaires s'avancer en dansant au milieu de cette piste de spectacle. Peut-être sur leur passage quelques traces de couleurs qui commencent à se répandre sur ce public un peu terne. On peut deviner des sourires sur ces amis imaginaires informes qui se dirigent vers Casse-Bonbon qui recule toujours. Éloignez-vous de moi! Reculez! Reculez! Sans s'arrêter à ces protestations, je les vois bien se mettre à former un cercle tout en dansant autour de ce Casse-Bonbon, comme emportés dans cette folie enfantine. On distingue d'ailleurs de plus en plus, ils ne sont pas informes, ils se détachent de plus en plus les uns des autres. Un hippocampe bleu électrique, un éléphant qui porte un tutu rose. L'imaginaire d'un enfant. C'est ça. Et ils se mettent à danser en rond autour de ce Casse-Bonbon. Vous allez me laisser sortir d'ici! Et là, je le vois foncer vers le cercle, Poussez-vous de là! tenter de prendre un bras d'un des personnages imaginaires et l'autre bras pour tenter de dessouder les mains afin de traverser le cercle. Et à ce moment-là, peut-être se faire happer par cette ronde. Au moment où il essaye de dessouder les bras de ses amis imaginaires, simplement, les formes se remettent à être moins distinctes et se transforment en fumée. Là où il a essayé d'attraper les amis imaginaires, ce n'est pas tangible. L'imagination de Marie est sans limite. Alors peut-être cette sorte de fumée va commencer à l'envelopper. On voit cette fumée qui danse autour de ses 2 bras en craie grasse et peut-être se rematérialiser. Et maintenant, notre pauvre Casse-Bonbon fait partie de la danse et l'un des maillons de cette chaîne. Et alors qu'on voit des sourires sur les autres êtres imaginaires, c'est la consternation sur le visage, sur cette gommette qui est la tête de Casse-Bonbon. Mais c'est ridicule! Mais
C'est tellement ridicule. Lâchez-moi. Arrêtez. Il y a quelque chose qui s'opère. Au fur et à mesure des éclats de rire autour et de ses pas endiablés de danse, c'est comme si, au plus le rire revenait sur lui, au plus il rétrécissait. De cette taille de géant immense et impressionnant, il arrive, seconde par seconde, à rejoindre la taille de ses amis imaginaires. Cette diminution continue, même après, que de plus en plus Casse-Bonbon rapetisse. Et cette ronde va peut-être se terminer par une ronde de fumée. De volutes, laissant tomber quelques paillettes qui colorent ce sable trop blanc. Casse-Bonbon a désormais la taille d'un stylo et la fumée s'échappe vers le haut du chapiteau. On voit les pas de Marie et de Christophe calés dans ce sable et s'approcher. On a un plan en plongée où on voit les deux visages des enfants au-dessus de ce qui fut Casse-Bonbon. La main de Christophe lâche la tienne, Marie, et se dirige vers les crayons, le taille-crayon et la gomme effacée. Ses doigts se referment, déformant la silhouette humanoïde. Christophe se relève, ouvre la main. De simples fournitures scolaires. Et Marie qui fait la moue, prenant une voix grave et essayant visiblement de singer son père. « Tu devrais arrêter de laisser traîner tes affaires aussi. » Je crois que Christophe va se retourner lentement vers sa sœur, retourner la tête, te regarder, un sourire bienveillant aux lèvres. Le visage de Marie le regarde, elle a toujours cette moue d'imitation de son père et puis ses bras retombent comme après un effort le long de son corps et elle penche la tête sur le côté de sa bouille absolument adorable. Il lui fait un sourire et puis tend ses bras en avant, comme réclamant un câlin dont elle a été privée depuis trop longtemps. Tenant toujours les crayons dans ses mains, Christophe va quand même se pencher et serrer Marie très très fort. L'étreinte va durer quelques secondes alors que lui est à genoux et il se décolle après un moment, présente une craie grasse rouge à Marie. Dessine-moi un mouton. Il te fait un clin d'œil. Le sourire de Marie qui regarde le crayon avec les yeux qui pétillent, le sourire qui grandit et sa petite main qui va pour l'attraper. Et c'est toute la beauté d'un enfant. Alors que ce crayon était un bras qui allait perforer le torse de son frère une minute plus tôt, dans le regard de Marie, c'est un crayon qui offre 1000 possibilités, 1000 dessins. 1000 copains. Ah, c'est bien ça. L'acte 3. La résolution. Alors qu'on a un écran noir, la première image qui pourrait apparaître, c'est justement une petite main qui tient la craie grasse en train de dessiner. Mais le décor a changé autour de cette craie grasse, n'est-ce pas? Retour à la maison. Allez, sous cet arbre qui offre de l'ombre sur les chaudes journées d'été, on voit les deux frères et sœurs assis, quelques pages blanches devant eux, des dizaines de crayons de couleur et de craies grasses différentes. Sur la feuille devant Christophe, on devine un chapiteau, alors qu'il appose les dernières touches de rouge. Christophe, Ouais? tu peux m'aider pour la licorne? J'arrive pas. Montre-moi. Ben, c'est là la tête, tu vois, c'est pas très joli. Oh! Bah écoute, ce n'est pas une très jolie licorne, mais ça fait un très beau tricératops. Qu'est-ce que t'en dis? Je lève mes yeux, une petite trace de déception au moment où je lève mon regard, puis je croise les yeux de mon frère, et d'un seul coup, le regard redevient rieur. Oh oui, c'est bien aussi, un tricératops. Un tricératops magique. Te fait un clin d'œil. On voit la maman en train de s'affairer. Toujours ce tablier, ces volutes de farine qu'on retrouve, on doit être dimanche, je crois. C'est jour de tarte aux pommes. C'est ça. Déjà l'odeur vient chatouiller le nez des enfants, de Marie et Christophe. La voix de papa, au loin, dans le jardin. « Christophe, tu viens m'aider? J'ai installé la balançoire, comme tu voulais. » On le voit installer une corde pour attacher un pneu pour se balancer. Et les deux gamins peut-être abandonner les crayons et quitter la table précipitamment pour se ruer vers ce nouveau jouet. Un léger vent vient faire frissonner les feuilles, comme animer le chapiteau rouge et blanc, alors qu'ils ont délaissé la table. Une tarte aux pommes qui passe sur le bord de la fenêtre, l'odeur qui se répand partout autour de la maison. Le grincement de la porte.
Maman qui apparaît sous le porche, le tablier tacheté de farine. Elle passe son avant-bras sur son front, la chaleur du four, lui ayant appliqué une couche de sueur au visage. Un regard sur cette table où les dessins s'entassent, pleine de créatures féeriques. Elle sourit et cherche du regard sa famille. On les voit. Papa prend Marie, l'installe dans l'orifice du pneu et sous les rires de Christophe qui lui commence à pousser sa sœur pour lui donner de l'élan afin de se balancer. Wouhou! Vas-y Christophe, je vais toucher le nuage. J'y suis presque. J'y vais de toutes mes forces, accroche-toi bien! Et on voit le sourire du père. La mère les rejoint à pas discret, pose comme à son habitude une main dans le dos de son mari, regarde ses enfants quelques secondes et s'arrête sur Christophe. J'ai encore retrouvé ton téléphone qui traîne partout en ce moment, fiston. Il est dans la salle de bain si tu le cherches. Christophe cesse de pousser Marie. Oui, maman, excuse-moi, je vais aller chercher. On voit peut-être la caméra qui a capté cette scène familiale s'éloigner, comme si notre caméra était à la fenêtre du 2e étage de cette salle de bain. Et elle recule, et on se retrouve dans la pièce, ce téléphone posé tout près sur le comptoir, et une sonnerie, une vibration. Le son d'un orgue de barbarie. Allô, ici Christophe. Je ne peux répondre pour le moment, alors laissez votre message. Bye! Allô, Christophe? Tu crois en avoir terminé avec les amis imaginaires, mais ce n'est que le début. Facebook, Discord, Messenger, Instagram et toutes ces conneries. Oh non, tu n'en as pas fini avec les amis imaginaires. Un gros merci, Jenny. Merci à toi. J'aime beaucoup raconter des histoires avec toi, Eric. Très, très cool. Pour les gens qui voudraient visiter l'intérieur de l'esprit de Jenny, je vous conseille de vous munir d'un masque à gaz, d'une bonne arme de poing et d'un bazooka. Quelques antidépresseurs. Ouais. Très original comme partie quand même aussi. C'est pas courant. Bienvenue dans ma tête, Eric. Je t'y invite avec plaisir. Ouais. C'est quel beau voyage. Je vais aller me coucher en petite cuillère en suçant mon pouce tout à l'heure. Je suis traumatisé. C'est trop étrange. Je t'enverrai ma petite musique de détente pour quand tu seras dans ton lit. Mais qui a fait la décoration de cette cervelle? Un gros merci. Merci à toi, c'était super.